Secure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu? Très bien, bonjour à toi aussi. Merci de m'accueillir. Oui, cette fois, on va continuer un peu dans la lignée des épisodes que je qualifie un peu plus mou. Mais ce sujet-là est particulièrement contentieux, fait que le sujet lui-même n'est pas tant mou que ça. On va parler du télétravail. Il y a beaucoup de discussions sur les forums publics de ce genre de choses-là. Il y a des décisions à la porte-pièce, tant qu'à moi, d'employeurs qui prennent dans un sens ou dans un autre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes qui s'écrivent, il y a beaucoup d'opinions qui s'écrivent. Pas tout le temps avec des fondements scientifiques qui viennent appuyer quoi que ce soit dans une opinion ou dans l'autre. Donc, je vais te laisser commencer avec ce sujet un peu plus contentieux. Oui, c'est un sujet qui nous tourne autour depuis un petit moment. Comme tu dis, on a des sujets plutôt généraux sur les relations d'entreprise, les relations avec les clients, la gestion du travail. On a fait sur la santé mentale aussi, du au travail. Et le télétravail, ouais, ça fait partie des gros sujets du moment. D'abord parce que le rapport au télétravail a changé ces dernières années, et on va en parler dû au Covid. Et puis on voit actuellement en 2024, puisque ce moment on enregistre fin 2024 cette session, on a des grandes entreprises qui commencent à avoir des décisions assez discutables, discutées, qui donnent des effets radicaux sur le fait de retirer le télétravail aux employés sans leur demander leur opinion. Et donc on s'est dit, c'est le moment ou jamais d'en parler, de voir l'état des lieux à l'heure actuelle de ce qu'est le télétravail. Alors, on s'est fait la note en préparant le truc, on s'est dit c'est marrant mais le télétravail ça nous semble un acquis aujourd'hui tout à fait commun, mais en fait c'est pas si vrai que ça, parce que si on faisait la même session il y a 10 ans en arrière, c'était pas du tout le même discours, c'était pas du même rapport. Donc faut toujours se rappeler que le télétravail, il y a un avant, un après Covid. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle le télétravail? Le télétravail, c'est le fait qu'on puisse exercer notre métier, que ce soit comme nous en freelance ou que ce soit en tant que salarié employé d'une entreprise, en dehors des locaux de l'entreprise, et si qui plus est, souvent le télétravail va s'exercer à domicile, c'est-à-dire le fait de rester chez l'employé ou chez la personne qui fait l'activité, ou dans un cadre différent. Il y en a qui le font aujourd'hui en vacances, il y en a qui le font dans des espaces de coworking. On a plein de situations, mais qui est en tout cas en dehors d'un local officiel fourni par l'entreprise avec les moyens fournis de l'entreprise. C'est ça le télétravail. Ouais, puis je vais rajouter, puis ça vient confondre un peu la définition, puis comment c'est interprété par les entreprises. De mon expérience à moi, autant pré-COVID, j'en faisais, mais disons, je faisais des formations, des voyages de formation, et je continuais à offrir une prestation de travail pendant que j'allais me faire former. J'avais un ordinateur qui me permettait de faire ce genre de choses-là. Et maintenant, puis à l'époque, j'appelais pas ça du télétravail, j'appelais ça juste il y avait une forme de continuité. Pour moi, le télétravail, c'est quand j'arrivais à la maison et je travaillais le soir, les week-ends, où il y avait des situations qui m'empêchaient d'être dans les locaux, où c'était préférable comme ça. Donc, cette petite nuance-là est intéressante parce que maintenant, coworking, oui, puis les voyages d'affaires ou les voyages qui sont faits quand même dans le contexte du travail sont devenus du télétravail, ce qui n'était, à mon sens, n'était pas dans la portée de la définition antérieure. Ouais, on avait le terme, moi j'utilisais avant le Covid, de mobilité. On avait des populations mobiles. Quand tu allais faire des missions IT dans les entreprises, on parlait, est-ce que vous avez des populations mobiles? Des gens qui ne sont pas sédentaires au bureau, qui, par exemple, souvent des populations commerciales, qui ont des vocations dans leur métier à quitter l'enceinte du travail pour aller chez les clients, au contact des clients. On en parlait moi-même en tant que formateur. Dans ma carrière, j'ai passé beaucoup de temps sur la route ou en déplacement chez les clients pour les donner des cours. Donc, quelque part, on est déjà en faire le travail à distance. Mais en l'occurrence, dans ces cas-là, la mobilité nous amenait à être au contact du client. Donc, finalement, on travaillait avec le client chez lui. Le télétravail, il annonce l'idée que je puisse exercer mon travail, non pas chez le client, mais dans un autre lieu qui n'est ni l'entreprise, ni chez le client, et de pouvoir avoir un contact par les outils informatiques qu'on a aujourd'hui de communication, les débits, etc., qui nous font qu'on a un ensemble d'éléments qui sont suffisamment qualitatifs pour nous permettre de faire des réunions, des enregistrements, des échanges qui n'impactent pas négativement la relation, la réalisation de certaines tâches. Alors, oui, bien sûr, on va le dire tout de suite, c'est vrai qu'il y a plein de métiers dans lesquels le télétravail n'est pas du tout une option. Ça ne s'oppose pas. Vous êtes vendeur de légumes dans un magasin qui vend des légumes, la partie de contact et de gestion avec les clients, de gestion du stock, elle se fait localement. Vous gérez un bar demain, vous n'avez pas le choix.
votre boulot à vous, c'est d'être dans les locaux pour recevoir les clients sur place, puisque l'enjeu de l'affaire, c'est que ça se joue dans des locaux précis, que les clients viennent dans cette localité pour que l'affaire ait lieu. Mais il y a plein de métiers de service, plutôt de services, on va dire généraux ou de services, on parle de service de secteur tertiaire en France, peuvent se faire des emplois de bureau qui sont de la bureautique, faire de la documentation, envoyer des messages, faire des réunions, se parler, qui peuvent tout à fait se faire au travers d'outils où les gens peuvent communiquer, collecter l'information et redonner le même résultat à la fin. Aujourd'hui, on l'a vu. D'accord. Donc effectivement, avant le Covid, la mobilité était en jeu et on disait souvent le télétravail était réduit seulement aux populations dont effectivement les localités faisaient que, par exemple, des grands territoires comme le Canada ou des populations en province en France, bah, ça se faisait beaucoup de dire, bah oui, on peut pas demander aux gens de faire 800 km d'aller-retour dans la journée juste pour être dans un bureau, alors qu'en fait, ils vont être locaux. Donc dans ce cas-là, on peut avoir des options de mobilité ou de distance. Mais c'était pas la norme. On en rêvait tous. On avait déjà tous marre de prendre les transports, d'aller au bureau, de se coltiner Raymond et Janine qui nous emmerdent. J'en parlais, je sais plus avec qui il y a pas longtemps, en disant, tu sais que les gens que tu coltines dans ton travail, c'est des gens avec qui tu n'aurais jamais sympathisé dans la vraie vie à côté. Parce qu'en fait, tu te les coltines juste parce que tu as le même contrat de travail qu'eux, que tu es au même endroit. Donc, on n'est pas obligé et nous, on doit se les farcir. Et ça m'est arrivé, moi, plein de fois dans ma carrière précédente, d'être côtoyé à des confrontations de situations qui sont même absurdes dans l'obligation de venir au bureau. Je donnerai le cas d'un ancien de mon employeur pour qui je travaillais comme formateur, où il n'y avait pas de locaux pour les formateurs quand on n'était pas en formation. C'est-à-dire que si on avait un cours à donner, on avait une salle à titrer au moment où on donnait la formation. Si par contre vous aviez une semaine, vous n'aviez rien de prévu et qu'il fallait faire de la préparation, vous aviez une pauvre salle mutualisée qui servait et de salle de pause et de salle dispo pour les quelques formateurs qui étaient là. Ce qui fait que moi, personnellement, au bout d'un moment, je venais plus au travail. Mon manager m'a demandé de m'expliquer. Je lui ai dit, bah, écoute, si t'as rien de précis à me faire faire au bureau, tu sais quoi, ce que je peux faire là, je vais le faire chez moi. Et l'avantage, c'est que je vais gagner de pas perdre 2 heures aller-retour de trajet. Et si tu as besoin de moi, je viens. Si tu veux que je vienne voir un client, tu me préviens, je viens, je serai là. Si tu veux me joindre, je suis joignable. Et tu sais très bien que je n'ai jamais raté un message et tu as toujours eu besoin de moi, j'ai toujours répondu. Donc, mais ça se jouait sur la réclamation. C'était pas un acquis. Il fallait le demander. Je sais que j'avais des collaborateurs, collaboratrices qui n'osaient pas le demander ou qui n'avaient pas la même rigueur. Et donc, ça créait des contextes de manque de confiance. Bon, ça c'est fait. 2020, boum, la Terre entière se prend le Covid dans les dents. Et là, on nous dit, restez à la maison, chez vous, partout sur la planète. Sauf que ça a duré plusieurs mois. Et donc, évidemment, que l'humanité et les entreprises ont dû s'adapter. Et là, on a dit, bon, on a les moyens technologiques, on va continuer à bosser. Ça reste. La médecine nous dit qu'il faut que ça reste, il faut qu'on fasse attention. L'État nous dit qu'il faut que ça reste, il faut qu'on fasse attention. Donc, la seule façon de pouvoir continuer, c'est de faire tout ce qu'on peut faire par le distanciel. Donc là, les entreprises et les êtres humains ont eu l'expérience de voir qu'en fait, c'était possible. Et le Covid, je le rappelle, a comme eu des effets importants, massifs, visibles sur près de 2 ans au total. La crise du Covid, elle a duré. Alors, on pourrait dire qu'elle a encore des effets aujourd'hui. C'est vrai, il y a toujours des résidus, mais l'impact sur les métiers, sur le boulot et les confinements, on en a eu jusqu'en 2022. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des moments où il a fallu à nouveau, soit pour des populations données, soit pour des quartiers donnés, soit mondialement, donc s'isoler et rester bloqué, ce qu'on avait dit dans les attaques de zombies, ça fait partie des contraintes qu'il faut prendre en compte, être capable de rester au domicile pour pas rajouter de trucs. Et donc là, on en a tous fait l'expérience, avec plus ou moins de succès, parce que on était content de retrouver le travail, d'abord parce que le travail donne du sens aux gens, à leur vie. Et il y a plein de gens qui, pendant le Covid, ont quand même pas mal déprimé parce que les vacances, c'est sympa, mais les vacances, c'est agréable parce que de temps en temps, on retrouve au travail et qu'on peut faire la balance entre les deux. Maintenant, quand vous êtes pris au domicile, que vous pouvez rien faire d'autre, qu'il se passe rien d'autre, que vous avez le droit de rien faire d'autre et qu'en plus votre métier est en jeu, on s'aperçoit que finalement, avoir le moyen de faire le travail comme ça, c'est pas mal. En évitant tous les à côté négatifs de se déplacer au bureau. Et là, on a donné l'exemple. Négatif, c'est de se prendre les transports. Et selon l'endroit où on est, ces transports sont pas forcément performants ou agréables. Et ça peut donner des gros efforts à faire. Moi, j'habite du côté de Paris. Je peux vous assurer qu'en région parisienne, les transports parisiens sont pas du tout un synonyme de plaisir. Donc, il y a même des missions qu'on peut refuser ou des métiers qu'on peut refuser de faire ou des postes qu'on va refuser de faire si c'est trop loin. Parce que la même distance en province ne pose aucun problème. À Paris, vu qu'elle est liée au transport et à la difficulté de se mobiliser dans la ville,
fait qu'on préfère ne pas le faire. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et moi, je sais que personnellement, ça me coûtait très cher psychologiquement de me taper autant de temps de transport et d'avoir la sensation que c'est du temps de totalement perdu. Ensuite, il y a eu les locaux à entretenir, etc. On l'a dit, je viens de leur donner l'exemple, il y a des endroits où les locaux sont pas très agréables. Moi, ça m'est arrêté de bosser dans des boîtes où franchement, vous aviez pas envie de mettre les pieds dans les locaux. C'était pas propre, il y avait pas beaucoup de place. Ou les collègues, ils sont un peu chiants. Bah oui, ça arrive, on est des êtres humains, on n'est pas tous pareils et des fois, on supporte moins les autres. Et donc, de côtoyer pendant un certain nombre d'heures dans un espace clos des gens avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être, ça peut là aussi rajouter des difficultés. Donc, l'humanité s'est aperçue que le télétravail, c'était possible. Et donc, en sortie du Covid, comme ça a pris du temps, finalement, l'habitude s'est posée. Avec des contextes, et on en parlait, moi, j'en suis un exemple. Depuis 2020, je n'ai pratiquement pas mis les pieds une seule fois chez les clients. Je dirais que 99% de mon activité se fait à distance, littéralement, sans exagérer. Ouais, je suis un peu dans le même bassin où c'est plutôt rare, c'est plutôt l'exception de me déplacer en clientèle que la norme en termes de choses. Puis je rebondis juste sur les locaux. J'aime beaucoup ça, cet aspect-là, parce que, j'ai dû me déplacer dans des locaux post-confinement. Et comme beaucoup de gens l'ont fait, se sont installés agréablement à la maison avec des chaises de qualité, avec un bureau de qualité, avec un environnement de travail qui est de plus haute qualité que qu'est-ce qu'ils ont au travail. Donc, c'est encore un autre élément dans lequel ça a changé les éléments, le 2 ans de confinement, essentiellement, ou peut-être la 3e année, et plus un retour tranquille à la normale par phase, en fait que les gens ont investi beaucoup dans leur bonheur d'être confortable à la maison. Ma chaise de bureau n'a rien à voir avec ce que je vais retrouver chez des clients et le degré de confort est tellement immense que ça n'incite pas à ce genre de choses-là. Mais on a fait l'expérience, les gens se sont adaptés. C'est magnifique parce que ça nous permet de voir à quel point les gens sont somme toute résilients par rapport à une situation complexe et comment tout ça a changé. Ils ont trouvé leur bonheur, ils ont trouvé de quoi s'ajuster. Alors, on va pas dire que le télétravail, c'est bon pour tout le monde. Il y a des gens qui souffrent du télétravail, il y a des gens qui ont souffert de l'isolement. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Alors, nous, on a un peu comment dirais-je, on a des petits côtés asociaux, un petit côté brut et ours de caverne, donc on aime bien s'isoler les uns les autres. C'est pour ça qu'on est freelance, ça se voit aussi dans ces profils-là. Mais je sais qu'il y a des employés de bureau qui étaient très heureux avec leurs collègues et qui ont beaucoup souffert de l'isolation. C'est pour ça que le full télétravail pour tout le monde n'est pas forcément la meilleure solution. Et donc c'est pour ça que une fois que le Covid est passé, qu'on a été rassuré sur l'état de santé, il y a des gens qui ont été heureux de revenir dans une certaine proportion au travail et de revoir les collègues, d'avoir un équilibre entre les deux. Ce qui finalement, jusqu'à 2023, avait l'air d'être plutôt pas mal. Et mondialement, généralement, les entreprises disaient, on a adopté un équilibre entre les deux. Selon la législation, ensuite, localement, dans les pays, les entreprises ont dû parler avec les syndicats et s'arranger. Il y a eu des arrangements sur les contrats pour dire, il faut qu'on cadre le télétravail, il faut qu'on ait les moyens de le faire, il faut que ce soit quelque chose d'agréable pour ceux qui veulent le faire. Et puis, une partie des entreprises sont parties sur l'idée on va en parler, on va dire que on va pas faire ni 100% l'un ni 100% l'autre, mais on va trouver l'équilibre, quel est l'équilibre des groupes humains que vous êtes. Après tout, une entreprise, c'est juste l'association d'êtres humains pour une affaire, mais qui a besoin quand même de réglementer sa relation en tant qu'être humain et de trouver un équilibre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ce choix-là de discuter, de dire le télétravail est un bénéfice pour pas mal de gens. Il y en a qui le subissent plus ou moins. Bien, alors il faut qu'on trouve un équilibre pour arriver à travailler ensemble avec les deux modes, ceux qui veulent venir, ceux qui préfèrent être à distance, et comment faire pour que ce soit un impact positif et certainement pas négatif à aucun moment, que ce soit dans la contrainte ou que ce soit dans les moyens à mettre en œuvre. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant sur le confort, parce que je suis pareil, j'ai une super installation, j'ai prévu de déménager l'année prochaine, me refaire une installation du feu de Dieu avec un bureau qui se lève, un tapis pour marcher, etc. Mais tout le monde n'a pas eu les moyens. Et quand il y a eu le télétravail pendant le Covid, il y a des gens qui ont souffert de ça, parce que moi, je le fais quand je fais du coaching. J'ai une partie dans mes feuilles de coaching qui est la partie personnelle. Est-ce que vos projets de freelance, vous en avez parlé à votre famille? Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants? Est-ce que vous avez un lieu
pour travailler? Est-ce que vous avez prévu des horaires pour travailler? Est-ce que vous avez prévu d'expliquer aux enfants qu'il faut pas embêter papa et maman pendant qu'ils travaillent pour éviter de créer du stress? Parce que le télétravail, ça veut dire ramener les obligations aussi de relations et de qualité et potentiellement le stress à la maison. Donc, il faut être capable soi-même de cadrer. Et on entend ça souvent maintenant dans les populations qui aiment moins le télétravail, de dire que c'est des personnes qui ont souvent du mal elles-mêmes à on va dire, s'auto-diriger ou se cadrer elles-mêmes. Et donc, elles ont tendance à avoir peur de déborder sur le personnel. Ce que je peux complètement comprendre, ce qui peut se travailler. Mais l'avantage, effectivement, d'être dans un bureau, dans des locaux professionnels, fait que cette distinction, elle est faite tout de suite. Et on peut entendre que pour certaines personnes, ce soit plus agréable, ce soit plus facile à gérer de faire cette distinction perso-pro. Mais effectivement, le confort, tout le monde l'a pas pour autant. Alors par contre, je te rejoins complètement. J'ai jamais eu un client qui m'ait reçu avec les équipements que j'ai chez moi. C'est pas de mal avec, ça va arriver. Donc oui, de ce côté-là, effectivement, il y a un aspect qui peut peser évidemment dans le rapport du bénéfice au fait d'être à la maison ou pas. Ouais, je rajouterais l'aspect aussi gestion. Je dis toujours, avec le télétravail, moi, je travaille à partir de la minute près où je commence ma mission. C'est-à-dire que les minutes qui sont avant, je suis chez moi, avec mon chien, je m'occupe de ma maison, je fais autre chose. Et le minute même où la session s'est terminée, je suis déjà à la maison et je fais autre chose. Il y a un aspect de gain de temps et de qualité de vie qui, pour moi, et c'est ma réception personnelle, est imbattable. Il n'y a aucun salaire qui fera que je reviendrai au bureau pour trouver ça. Parce que c'est pas chez moi. Le fait d'être déjà chez moi le fait. Et moi, j'ai un aspect personnel que je vais rajouter ici. C'est, par exemple, je fais très attention à ce que je mange depuis plusieurs mois. J'ai travaillé pour perdre beaucoup de poids. J'ai jamais réussi à faire ça dans un bureau. Ça m'a toujours été impossible à faire. Ça a été un enfer, un calvaire, un gros souci psychologique pour moi parce que aucun travail ne m'a amené les conditions de pouvoir manger de façon équilibrée et mesurée. Alors que manger à la maison m'amène justement ce confort qui fait que je suis en meilleure santé et que je suis en meilleure état psychologiquement. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis un meilleur freelance, un meilleur collaborateur avec les gens avec qui je bosse, parce que cette qualité de vie m'a amené cet état d'esprit qui fait que je me sens bien grâce à ça. Et ça m'arrivait pas il y a pas longtemps. Pour un coup de stress, il a fallu que je rende service à un client et que j'aille 3 jours, 4 jours chez un client donner des cours. Je peux vous assurer que ça a été 2 séances de psy à en parler parce que ça me rendait malade, j'en avais mal au ventre. Tellement ça me saoulait d'y aller, de prendre les transports. La session s'est bien passée en soi. Je peux pas dire que c'était une expérience négative, mais ça a été une montée de stress énorme que de devoir redépendre des transports, dépendre d'un cadre que je ne maîtrise pas, penser au repas tous les jours. Alors pour le coup, j'ai bouffé japonais pendant 4 jours. Au moins comme ça, j'étais tranquille. Je sais qu'avec ça, je suis à peu près bien. Et je me suis dit à la fin de l'exercice, oui, je peux. Oui, c'est pas dramatique. Mais non, j'ai pas envie de le refaire du tout. Et donc, c'était au moins clarifié. Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est quelque chose qui soit tout à fait discutable. Oui, puis ça fait, comme tu me l'as mentionné, je vais rebondir sur l'arrangement physique qu'on a dans nos demeures. Moi, j'ai fait le choix, j'ai eu la chance, puis je le dis beaucoup dans le confinement, il y en a qui ont souffert dans des micro-appartements avec 4 enfants bruyants, avec aucune place pour s'isoler. Et effectivement, eux ont été pénalisés de ce moment-là d'obligation et par la suite ont gardé une image négative du télétravail et ou ont besoin davantage de contact, ce que moi j'ai pas. Moi j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à ce genre de choses-là, qui est la mienne. Même chose pour ma conjointe, elle a sa pièce qui est dédiée pour ce genre de choses-là. On a cette chance-là. Donc, là, on est dans un environnement très, très favorable à ça. Et comme tu disais aussi, ben, ça donne, la place au bonheur. Moi, c'est de l'optimisation de temps parce que là, je suis plus dans des cas de clients, notamment en conseil, on le voit plus qu'en formation où il y a des temps morts. Les temps morts ben, sont plus là, n'existent plus. Donc, pour mon bénéfice ou mon plaisir personnel de pouvoir maximiser la valeur que j'apporte à mes clients, j'ai un plus grand bénéfice. Et quand je décroche, j'ai pas 1 heure, 2 heures, 3 heures de transport à faire avant d'arriver à la maison et d'arriver dans un état dans un entre de repos et de détente. Ben, j'ouvre la porte de mon bureau, je ferme, bye, je vais me faire autre chose. Marcher avec le chien, parce que maintenant, moi aussi, je suis rendu avec un chien. Justement, d'aller détacher du réel, d'aller ailleurs, d'amener ce genre de choses-là. Donc, le bénéfice humain de travailler à partir de la maison est énorme. Puis, je vais aussi rebondir sur le fait que, comme tu as vécu, j'ai des séquences à aller chez des clients
Et le déplacement amène un stress, peut-être pas exactement de la même façon que tu l'as vécu, mais amène quand même un stress, une planification, une organisation que je ne faisais plus. J'avais plus besoin de réfléchir juste à savoir comment on s'habille, comment on planifie son transport, partir à la bonne heure, parce que tu parles notamment de Paris, par exemple, que c'est complexe. Tu sois capable d'anticiper les bonnes rames, les bons endroits, les retards potentiels, les éléments comme ça. Vivre confiné avec les autres humains dans le métro de Paris. En tout cas, moi, n'est pas une expérience que j'aime beaucoup et de faire ce genre de choses-là. Donc ça l'exige quand même une énergie, ça l'exige quelque chose de supplémentaire. Donc, moi, j'y perds beaucoup en qualité de vie. Je le fais encore pendant des courtes périodes, mais il y a une perte de qualité de vie qui est quand même significative. Et puis, alors on en a un très bon exemple parce que on travaille entre le Canada et la France tous les deux. Le télétravail ouvre aussi des marchés qu'on n'avait pas trop avant, qui était la collaboration internationale, où finalement le fait d'exister dans des continents différents ne nous pose plus du tout de problème, puisque on a vu que la modalité permettait d'arriver au même résultat. Alors pourquoi garder quelqu'un de local quand on peut avoir quelqu'un à distance qui fait le boulot, avec qui on s'entend bien, avec qui la relation est bonne? Donc il y a pas mal aussi de business qui sont comme ça à distance. On voit un certain nombre de publications aussi des fois sur les réseaux de gens qui disent moi je fais mon télétravail et je suis parti m'installer, je sais pas, à Singapour ou au Vietnam sur la plage. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui bossent de l'autre côté de la planète parce qu'aujourd'hui c'est possible en fait, c'est rendu possible. Là encore, on dit pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, on dit pas que c'est compatible pour tout le monde, on dit que c'est une possibilité qui existe et qu'elle existe aujourd'hui de façon pleine et épanouie parce que on est passé par cette étape du Covid qui a montré qu'en fait l'économie pouvait s'adapter à ça. Ce qui nous fait réagir aujourd'hui, c'est que qui a décidé qu'on fasse cette session, c'est qu'il y a des entreprises qui ont un certain nom, une certaine réputation, qui commencent à vouloir revenir en arrière, mais non pas par des négociations avec les employés, mais en prenant la décision radicale d'imposer à l'intégralité de ses employés de revenir entièrement au travail. On fait référence à Amazon, par exemple, récemment, qui n'est pas la seule, dans les grands groupes connus comme ça, qui ont pris la décision, l'ont publié, ont annoncé à tous leurs employés en disant, en gros, à partir de telle date en janvier, c'est vous revenez au bureau 5 jours par semaine, et c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, vous partez. Donc, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on a des directions d'entreprise qui prennent cette décision. Alors, il faut garder en tête, j'aimerais bien rappeler à tous nos interlocuteurs, enfin tous nos auditeurs, auditrices, que ce qui se passe autour de vous dans la vie n'est pas le fait d'un truc miraculeux qui descend de nulle part et que personne n'a pris la décision. Toute chose que vous entendez, tout acte qui est pris autour de vous est le fait d'une prise de décision d'un être humain qui pense. Donc, le fait qu'on aille au bureau, c'est une décision. Le fait qu'on reste au télétravail à la maison, c'est une décision. Le fait qu'on vend nos heures de travail par jour pour prendre un salaire par mois, c'est une décision. Il n'y a rien d'absolu. Je rappelle qu'il y a 150 ans de ça, on ne vendait pas son temps de travail. Il y a 150 ans de ça, on vendait ses produits. Au Moyen Âge, les taxes, c'était pas de l'argent, c'était des produits. C'était du sel, c'était de la nourriture. Parce qu'on vous taxait sur ce que vous produisiez. Sauf que l'industrialisation est passée par là, et on a une époque où des gros industriels ont commencé à avoir l'automatisation importante. Ils ont pris les sous, ils ont acheté toute la matière première chez les petits fournisseurs, chez les petits producteurs, en leur enlevant ce marché-là. En disant, maintenant, si tu veux bosser, tu viens m'offrir ton temps contre un argent, ton savoir-faire pour faire ce que tu faisais avant, mais à une plus grosse échelle. Donc, le temps de travail, la notion du temps de travail, en fait, c'est quelque chose de fondamental et de beaucoup plus profond que l'on en a conscience. Souvent, on est, oui, je suis salarié, je viens au boulot tant de jours par semaine. Et en fait, on a du mal à se rappeler à quel point c'est important de vendre ce temps. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, moi, je suis très sensible au temps que je perds à des trucs qui ne me rapportent rien, comme les transports. Parce que c'est un temps qu'on ne rattrapera jamais. Et je sais pas pour vous quelle sensation ça vous fait, mais moi, ça me fait mal au cœur. D'avoir perdu des années à prendre des heures de transport pendant toutes les semaines, c'est quelque chose c'est du temps de vie qu'on m'a volé, qu'on ne me rendra jamais. Et qu'aucun salaire ne compense pour moi. C'est du temps qui est perdu. Donc c'est pour ça que c'est important de se rappeler ce rapport au temps. Dans un salariat, quand vous êtes employé d'une entreprise, vous vendez votre temps. Et je dis toujours aux gens que je coach, la chose la plus importante, qui a le plus de valeur dans votre vie, c'est le temps.
Donc ne le gâchez pas, prenez celui que vous avez besoin. Moi, je sais que je suis passé freelance pour bosser le moins possible et avoir le plus de temps pour moi, parce que c'est le truc le plus important. Donc, quand un employeur vous dit à partir de maintenant, ce confort du télétravail va être remis en cause en revenant au bureau, ça induit déjà les temps de transport à nouveau et ça induit toutes les conséquences qu'il y a autour. On peut se dire, mais tais-toi, écoute, c'est un patron d'entreprise, il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors non, si c'est un patron d'entreprise qui a le droit de faire ce qu'il veut, ça s'appelle un gros con. Je suis désolé, voilà. Je n'en ai pas d'autres. Un patron d'entreprise, je rappelle que il fait rien dans la journée, lui. D'accord? Il y a très peu de patrons d'entreprise qui font vraiment quelque chose. Dans des entreprises comme Amazon, je suis désolé, hein, dans les grosses boîtes comme ça, le patron peut disparaître du jour au lendemain, la planète s'en fout intégralement. L'entreprise continuera à travailler très bien et à gagner des sous. Steve Jobs est mort, Apple continue à vivre très bien. D'accord? Je dis pas que Steve Jobs a été inutile dans l'entreprise. Je dis juste que c'est pas une personne qui fait tourner la boîte. Demandez à Elon Musk ce qui s'est passé quand il a viré toutes ses équipes, qu'ils ont été recherchés 3 mois après. Voilà, un patron qui pensait que lui seul pouvait faire tourner l'entreprise, qui en pouvait se permettre de carrément licencier les employés. Il a fallu qu'il vienne rechercher tout le monde derrière. Donc, ça montre bien qu'une entreprise, c'est un groupe social d'êtres humains avec des rôles. Chacun amène sa brique à fabriquer un truc plus large qu'eux. Okay? Donc, quand une entreprise dit, un patron dit, bah, moi, je veux que ça se passe comme ça, on peut entendre que la personne désirerait que ça se passe comme ça. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est qu'elle prend la décision sans en rendre compte aux gens, en leur demandant, mais ça vous arrange ou pas? Si, il y a des arguments qui ont été donnés, comme quoi c'est plus efficace. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, vous avez zéro, je dis bien zéro étude sérieuse qui viendra vous montrer que le travail est mieux fait parce qu'on est dans les mêmes bureaux. Comme je dis souvent, on peut très bien être présent, pour l'avoir connu pendant des années, à ne rien foutre de la journée. Et être payé à être présent. À faire de la réunionnite, à venir emmerder les collègues, à leur raconter des conneries pendant toute la journée, à prendre des cafés et ne rien produire. J'ai été témoin de ça, moi, dans ma carrière, avec des gens qui m'agaçaient, qui passaient leur journée devant ma porte de formation à ne pas faire le boulot. Et tout, lui prenaient des pauses de 2 heures dans la journée. Et là, quand vous dites, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Pourquoi je travaille, en fait? Moi pourquoi je m'embête, en fait? Donc, il n'y a rien aujourd'hui. Je dis bien, il n'y a rien. Et vous pouvez nous prouver le contraire en nous emmenant des vraies études qui montreraient une productivité. Et les seules entreprises qui font l'étude pour essayer de voir, elles s'aperçoivent qu'en fait, au pire, c'est pas plus productif d'être en télétravail, mais c'est pas moins productif. Et pas mal trouvent que c'est plutôt plus productif dans le sens où les employés sont plus engagés, les employés sont plus motivés, ils se sentent mieux. Un employé qui se sent bien, il démissionne pas. Une entreprise qui va mal, elle va mal parce que les employés se barrent. Et quand un employé part, en fait, c'est très grave. Je dis toujours à un manager, si tu me dis quand tes employés s'en vont, c'est pas grave, en fait, c'est toi qui devrais partir de l'entreprise. C'est très grave. Quand un employé quitte une entreprise, surtout parce qu'il ou elle est pas contente, c'est très grave, en fait. Et ça arrivera à nouveau, et ça veut dire il y a un savoir-faire qui s'en va, il y a un historique qui s'en va, il y a de la continuité d'opérations qui ne feront pas être maintenues, et ça a un impact pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, là, aujourd'hui, on a donc une entreprise, une direction qui dit il faut revenir au bureau. C'est comme ça, c'est pas discutable, c'est 5 jours par semaine. Et hélas, pour nous, on a des patrons d'entreprise qui manquent d'inspiration, qui ont tendance à suivre ces modèles-là. Sauf que là, faut se rendre compte qu'on est quand même sur une décision qui est prise pour de l'idéologie. Ça veut dire quoi, une idéologie? L'idéologie, ça veut dire qu'on a un concept idéalisé dans la tête d'une façon de voir la vie, voilà, grosso modo, et on essaye de l'imprégner sur le réel aux dépens de la réalité de ce réel. Voilà. Et l'idéologie, c'est ce qui conduit à avoir des décisions politiques ou stratégiques qui sont décorrélées de la réalité applicable. Je rappelle que Amazon vient de subir une vague massive de licenciements quelques mois avant cette annonce. Aujourd'hui, on pourrait être amené, et là encore, vous pouvez nous dire si vous pensez qu'on a tort, à penser qu'il s'agit d'une deuxième vague de licenciements dissimulés qui remet en cause un acquis qui fait plaisir aux employés. Pourquoi on voudrait avoir les gens sur place? On va nous dire qu'avoir les gens sur place fait que la communication est meilleure entre les êtres humains. Si j'ai pas envie d'être poli avec vous, à distance ou localement, je serai toujours pareil. D'accord? Donc, je suis pas convaincu que ça aide beaucoup. On l'a dit, il y a des êtres humains qui sont plus sensibles à ça. C'est vrai. Et peut-être que pour eux, c'est mieux.
Mais ça ne nécessite pas qu'on ait l'obligation de passer 5 jours par semaine ensemble et plus jamais du télétravail. Vous voyez, on voit bien que la décision, elle ne s'argumente pas là-dessus, parce que s'il y a une pérennité et si vous pouvez dire, oui, moi je veux des bénéfices parce que quand on se voit de temps en temps, c'est vachement bien. J'entends. Franchement, je peux pas invalider. Je peux dire oui, j'entends que socialement ça marche mieux. Ça n'interdit pas la cohabitation avec des temps de télétravail qui sont tout à fait possibles. Donc c'est pas cet argument-là. Il y a l'argument, il y a l'argument du management. Donc là, on va commencer à tomber sur des sujets discutables. C'est-à-dire que l'argument du management, c'est qu'il faut que je pilote les gens. Alors, ça, je suis désolé, c'est une idéologie très libérale et capitaliste où on considère que les adultes sont des enfants qu'on peut pas leur faire confiance. Ce qui souvent est le symptôme, en fait, d'un manque de confiance de l'entreprise tout court, qui veut dire qu'on a une culture du manque de confiance et de maturité dans l'entreprise. Ce qui n'est pas forcément tenu des employés en soi. C'est peut-être aussi parce qu'on crée un contexte dans lequel on amène à ce que les employés disent, bah, tu sais quoi, moi, ça vaut peut-être pas trop le coup que je m'investisse trop dans cette boîte parce que pour l'instant, de toute façon, on me donne pas le retour. En général, quelqu'un qui se désengage du boulot, alors, on va me dire, oui, il y a des gens qui feignassent, qui font rien. Ça arrive, oui, oui. Il y a des profils qu'on embauche, ben, ils sont là pour leur salaire, ils ont pas envie d'en faire plus. J'ai envie de vous dire, du moment qu'ils font ce qu'il faut pour le salaire, moi, j'ai pas de raison de les emmerder. Mais si vous leur demandez qu'ils se motivent plus, écoutez, vous pouvez toujours discuter avec eux. Et il y a des gens, des fois, qui font plus que ce qui est demandé. C'est leur choix, ils ont le droit. Mais on peut pas l'exiger de tout le monde. Et d'ailleurs, je reviens sur un autre terme. Vous avez peut-être entendu parler de quiet quitting. Le quiet quitting, c'est un terme des gestionnaires et des dirigeants pour maltraiter les employés qui font juste ce qui est prévu dans leur contrat. Alors, faire juste ce qui est dans ton contrat, ça s'appelle un salaire. Hein. Ça fait partie du contrat. Donc, dire que c'est du quitting, qu'on est en train de se barrer et en faire moins, je suis désolé, hein, mais c'est d'une malhonnêteté intellectuelle, mais terrible. Les employés que vous avez, ils sont payés de tel jour, de telle heure à telle heure pour faire tel boulot. Si vous voulez qu'ils fassent autre chose, vous discutez avec eux et vous changez leur contrat. Mais à partir de là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de d'un seul coup, il faudrait se mettre à faire autre chose. Et des fois, on le voit quand on a des patrons d'entreprise qui disent « Ah, mais je voudrais que mes employés soient aussi engagés que moi. » Mais ils sont pas patrons de ton entreprise. Ils touchent pas un gros dividende à la fin d'année ou qui leur permet de payer une piscine ou une maison tous les 4 ans. Donc, les employés, ils font juste ce qu'ils ont prévu. C'est un rouage de l'entreprise. Si tu veux qu'ils soient engagés, donne-leur des bénéfices pour ça. Le télétravail est perçu aujourd'hui, comme pour beaucoup de salariés, comme un bénéfice, comme une espèce d'accord qui, depuis ces 4 ans qui se sont passés, en fait, est vu comme un acquis, un bénéfice social qui est plutôt bien perçu. Et je le disais en préparant le truc, j'ai vu une étude cette semaine qui dit que 72% des employés salariés seraient prêts à quitter un poste si on remettait en cause leur télétravail. Ça veut pas dire que les gens ils font un caprice. Ça veut dire que ça compte beaucoup pour eux, ce gain de qualité de vie. Oui, puis juste le fait de ne plus avoir à circuler, à perdre au minimum 2 heures par jour sur les routes ou le transport, c'est déjà une qualité de vie qui est augmentée énormément pour les employés. Puis de toute façon, l'exemple que tu mentionnes, puis c'est très intéressant parce que c'est du taylorisme toxique, c'est-à-dire ce que dans le micromanagement, la supervision, ce degré-là, est vraiment du taylorisme au sens strict, puis dans lequel on est un employé, on est là pour planter des clous, puis à longueur de journée, c'est ce qu'on fait. Donc, on est évalué sur le nombre de clous qu'on est planté. Donc, on essaie d'évaluer, de contraindre les gens à planter le plus de clous possible parce que c'est le bénéfice pour l'entreprise. Dans le réel, surtout pour les gens qui ont accès au télétravail parce qu'on est dans le tertiaire, on est dans le service, on ne peut pas évaluer la productivité sur le nombre de clous qui est fait parce que c'est pas ça la nature de notre travail. La nature de ton travail non plus, c'est pas le nombre d'étudiants que tu as en classe, c'est de réussir à amener partager tes connaissances avec de la meilleure façon possible avec le plus de personnes. Donc, ces mesures-là, très anciennes, donc micromanagement essentiellement, sont toxiques, puis elles nous amènent dans des drôles de situations où justement nous ramènent où c'est cette insécurité de ces patrons qui sont incapables d'être des vrais patrons essentiellement, d'agir et de nous amener comme employés ailleurs. Le freelance m'a sorti de ça. J'ai certains clients, des fois, qui reviennent avec un certain petit relent de contrôle micromanagement. Je fais, non, moi, j'ai choisi de pas être dans cet univers-là. Si tu veux l'être, on va résilier notre entente parce qu'elle est basée sur ça. Je te donne un degré de prestation avec un degré de revenu que tu payes de l'autre côté. On a un échange commercial qui est très, très stable et très bien défini, très bien cadré. Parce que le salarié, c'est un peu plus flou, cette notion-là, elle est moins
vécu couramment, donc c'est plus difficile. Mais ça devient des éléments de négociation de télétravail. Je trouve malheureux parce que tant qu'à moi, ça ferait faire partie ou cet élément-là qu'on considère que la qualité de vie des employés. Puis là, on fait un clin d'œil à GoPirate parce qu'on traite dans l'ajout de valeur, la capacité des gens à se mobiliser pour l'entreprise, que l'entreprise soit capable de mettre des conditions gagnantes pour la mobilisation. Mais le télétravail est un élément, à mon sens, très important dans la mobilisation des employés parce qu'on est capable d'adapter ou de permettre une adaptation mutuelle de l'entreprise et des gens, de coordonner et de trouver ce lieu commun. Dans toute hiérarchie sociale, il y a une question de pouvoir et de domination. Et ici, tu le rappelles, c'est du management toxique. On est dans l'histoire de dominer la population qu'on a en dessous. Ils viennent de débarrasser le plancher en virant des gens tout à fait qualifiés de chez eux du jour au lendemain pour avoir côtoyé des gens qui bossaient chez eux qui sont fait virer en 24 heures. Là, ils en sont dans une deuxième vague en disant on pense que c'est la meilleure façon de faire. Ça arrive dans des très grosses structures où finalement l'idéologie est tellement loin de la réalité que de toute façon, ils ont la sensation que ça passe par tellement de couches que c'est efficace. Et puis, il faut dégager du monde et comme ça nous ennuie de virer un peu trop de monde, là on va essayer d'avoir une deuxième vague avec les gens pour qui ça tient vraiment à cœur et qui partent. Ce qui se passe pour le coup, on le voit en ce moment sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, on a pas mal d'anciens employés d'AWS, par exemple d'Amazon, qui sont en train de parler publiquement de comment ça se passe en interne. Moi je les côtoie depuis 9 ans, donc il y a des trucs que j'ai vus qui m'ont toujours convaincu l'idée de ne jamais rentrer chez eux en interne. Parce que justement, entre la réalité du discours et la réalité des faits, il y a deux choses différentes. Vous avez dans ces entreprises comme des espèces de... Chez Amazon, vous avez les principes, les 13 principes à respecter qui sont affichés jusque dans les toilettes. Je ne plaisante pas. C'est sur les murs jusque dans les toilettes. Mais sauf que concrètement, en pratique, vous les voyez jamais appliqués. C'est-à-dire qu'ils travaillent comme n'importe quelle entreprise en faisant des erreurs. Et puis en faisant des erreurs, en ne voulant pas du tout reconnaître leurs erreurs et en les changeant. Donc on a des décisions qui sont prises à un niveau en fait où elles ne sont pas applicables. Ici, il y a une malhonnêteté puisqu'on le redit, l'argument il n'est pas tenu, il n'est pas visible de la qualité. Et ce qui est encore plus malhonnête, c'est de prétendre qu'il y a besoin impérativement pour produire du neuf et d'innover d'être présent. Et ça fait 4 ans que vous êtes en télétravail, ça veut dire quoi? Ça fait 4 ans que vous faites de la merde. Et pourtant, vous avez sorti les plus gros services d'IA au monde, d'IA générative, qui sont super bien faits. Donc non, en fait, vos propres résultats nous prouvent que ce que vous dites est complètement faux. Là où ça peut être dangereux, c'est que ça puisse servir de modèle pour d'autres. Et on va compter sur l'intelligence des êtres humains qui dirigent des entreprises de plus petite taille en disant non, la qualité, elle vient de la relation aux équipes avec qui vous êtes. What's in it for me, comme disent effectivement chez GoPirate, c'est le meilleur moyen, c'est inclure les employés en disant qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui peut fonctionner, comment on fait pour trouver un équilibre entre, bien sûr qu'on vous paye pas pour être là et faire la fête, on vous paye pour travailler, mais il y a un équilibre possible entre ces donnant-donnant. On peut être gagnants tous à ces emplois-là. Et le télétravail, effectivement, aujourd'hui, a une valeur. Et si on voit autant de gens prêts à remettre en cause leur possibilité, leur emploi à cause de ça, c'est que ça vaut beaucoup plus. Et c'est là où on voit que c'est un sujet critique qui est finalement beaucoup plus politique qu'on ne le pense. C'est que c'est un contrôle de son propre temps. C'est un contrôle de son propre espace physique. Et il y a des employeurs pour qui c'est mal. Parce que les employés, ils sont sous mes ordres, ils m'appartiennent à moi. À partir du moment où tu es là de 9h à 18h, ça m'appartient à moi. Et on voit vraiment ça comme un marqueur de domination qui est vraiment sale. C'est vraiment humainement très sale de penser comme ça. Mais hélas, on est dans un monde capitalistique ou libéral où on a beaucoup cette mentalité en entreprise avec cette hiérarchisation qui est dégueulasse. Moi, effectivement, si j'ai des clients qui raisonnent comme ça, j'ai beaucoup de mal à travailler avec eux. Donc, en général, je le fais pas du tout. J'ai eu des boîtes comme des grands noms de la tech qui ont essayé de me recruter. J'ai toujours dit, mais vous avez pas les yeux en face des trous. À quel moment, avec mon profil, vous pensez que je vais coller à votre modèle? C'est mort. Je suis un ours libre. Vous ne mettrez pas un ours en cage. Je vais vous défoncer au bout de 15 jours. Je vais me barrer. Je vais vous envoyer chier. C'est pas cohérent. Donc, c'est pas cohérent, c'est pas utile, ça n'a pas de sens. Je vais pas rester chez vous pour ça, quoi. Et on le voit beaucoup aujourd'hui. Donc, on aimerait bien passer l'information que on voit ça passer. On voit les informations passer disant, regardez tel grand groupe, ils disent ça. Mais mesurez bien qu'à côté, on a aussi la réponse des employés avec des démissions massives où les gens préfèrent remettre en cause leur boulot. Et moi, je suis franchement bravo pour pouvoir le faire. Nous, on a fait le choix effectivement de devenir freelance
Et ces sujets-là sont dans nos décisions et dans la liberté qu'on a pris de faire, avec le poids que ça peut poser. Hein. Il y a des missions. Moi, aujourd'hui, je dis non à 99% de mes missions parce qu'il y en a plein, on me demande, faut être sur site. Je dis, bah non. Moi, je ne veux pas être sur site. Je peux passer vous voir une fois par mois si vous voulez, mais me demandez pas de venir 2 jours toutes les semaines. J'ai autre chose à faire. D'abord, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai d'autres missions. Et puis, mais non, ça sert à quoi que je sois présent pour être présent? Là encore, donc on remet en cause vous voyez, ce sujet de l'obligation. Et je disais tout à l'heure, dans la vie, on a tendance à pas repenser à pourquoi on fait les choses. Des choses qui nous semblent évidentes. Je dois aller au bureau de telle heure à telle heure, je dois prendre mes transports, je dois me rendre de tel jour à tel. Et en fait, c'est pas obligatoire. Il y a un autre sujet sur lequel on pourrait revenir qui est la semaine de 4 jours, qui prend sa marque aujourd'hui en termes d'entreprise. Il y a des entreprises en France qui ont fait des tests, comme LDLC, par exemple, une grosse entreprise informatique bien connue, qui a fait le test et qui revient toujours pas en arrière, qui l'a commencé avant le Covid, initié par le patron, et qui dit, c'est un bénéfice pour tout le monde. Les employés ont du temps de libre, le boulot est aussi bien fait, et ils sont plus épanouis, donc on a moins de départs, on a une fidélisation, donc on peut travailler et inclure les gens mieux. Il y a une qualité de travail. Il y a plein de secteurs dans lesquels maintenant on vous paye du sport ou des activités à côté dans le temps de travail aussi, pour le souci d'avoir du temps justement où vous avez du temps à vous, parce que le temps à vous, c'est aussi important que le temps travaillé salarié. Oui, absolument. Puis là, c'est là où le télétravail embarque. Puis c'est un peu de ce que tu mentionnais, ce temps-là de créativité. Moi, c'est pas assis à regarder le plafond que les idées vont apparaître. C'est aller prendre une marche dans la nature. Donc, sur ma pause de dîner ou même, tu sais, dans un contexte où je suis là-dedans, étant donné que j'ai pas 1 heure de circulation à faire matin et soir, que je peux aller prendre une marche avec le chien, que je peux aller faire des choses comme ça, que les idées arrivent, que les meilleures idées arrivent. Fait que d'arriver de dire que c'est juste à travers au bureau d'une conversation à côté de la tasse de café, ben non, c'est aussi marcher dans la nature, c'est aussi être un moment seul, c'est aussi en faisant sa course le matin, c'est aussi d'autres choses comme ça qui sont beaucoup plus difficiles d'accorder dans les vies qu'on a maintenant sans le télétravail. Donc, c'est un avantage qui est quand même important. La semaine de 4 jours aussi est un exemple de ça, mais c'est toutes des choses qui sont pas dogmatiques, qui sont pas des idéologies, qui sont réfléchies. Faut le réfléchir, faut pas juste aveuglément faire les choses comme ça. Puis même, en ce sens, je dirais, les gens disent le télétravail ou le travail hybride, c'est de la merde. Et à certains égards, je peux dire oui, mais vous l'avez implanté comme des cons. Si vous avez fait de faire que vous laissez, disons, libre les employés, vous avez, disons, la règle, c'est 3 jours au bureau par semaine. Vous laissez ça aléatoire. Donc, au final, on se retrouve à faire du télétravail au bureau. C'est-à-dire qu'on est en Zoom, en Meet ou en Teams, assis au bureau. Il n'y a aucun bénéfice à ça, d'être tant qu'à ça, je vais être chez nous. Si tout le monde est ailleurs, si je vois pas les gens en face de moi, qui est le bénéfice d'être au travail, qui est tant clamé d'ailleurs pour les employeurs, si finalement la moitié des gens sont en télétravail, l'autre moitié au bureau, on est encore dans des contextes où tout le monde est assis à leur bureau avec les casques, c'est hyper bruyant, ça fonctionne pas. Fait qu'on arrive dans un contexte où ça marche pas, puis j'ai lu, c'est 7 semaines au moment où on enregistre, il y a une étude qui est sortie qui a fait vraiment un AB comparatif entre les deux, puis ça commence à heureusement sortir des études sérieuses, et quand c'est bien fait, le hybride, c'est-à-dire de organiser de façon correcte le télétravail et la présence au bureau, donc de s'assurer que les gens sont tous en même temps au bureau pour avoir le vrai bénéfice du contact humain et le restant du temps, soyez chez vous, parlez-vous avec la plateforme qu'on a, puis ciao bye, ben les résultats sont effectivement beaucoup meilleurs que ceux qui imposent le 100% retour au travail et sont à la limite un peu meilleurs aussi que le télétravail à certains égards parce qu'il y a le meilleur du monde, mais c'est organisé, c'est pas laissé au hasard. Les gens ont réfléchi. Et c'est là aussi les gestionnaires, les décideurs, les gens ont réfléchi, ce qui n'est peu ou pas le cas. Puis c'est probablement ma critique principale par rapport à toute position face au télétravail, qu'elle soit d'un côté complètement de l'autre. C'est jamais réfléchi. C'est juste sur la gueule, sur un pseudo-impression de machin. Puis, être physiquement au bureau ne dit pas qu'on est engagé. Et si on a des trucs à gérer à côté, qu'on a le temps de gérer avec le télétravail, on a de la charge mentale au moins au boulot. Et donc, on est plus disponible. Moi, je me souviens d'entreprises dans lesquelles on passait nos journées à enchaîner les réunions qui ne produisaient quasiment rien. Donc, en fait, on avait passé la journée à remplir des salles de réunion, à se retrouver, à parler de trucs pour envoyer des messages qu'il fallait synthétiser après, pour repartir dans une autre réunion.
Et on finissait avec des mails le soir pour refaire la synthèse. On disait, mais on n'a rien produit, en fait, de la journée. Mais on s'est agité et ça a fait croire qu'il y avait de l'activité. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'être à distance, quand on organise une réunion, on se dit, bah là, on se retrouve à tel endroit, il faut qu'on mobilise le temps. Et c'est une question finalement de faire revenir les gens pour cacher le fait qu'on est toujours très mal organisé, qu'on sait pas bien gérer le boulot, comme si ça allait excuser le fait d'être là. Tu l'as très bien dit, il y a une ancienne employée d'Amazon là, qui a écrit plusieurs posts effectivement, qui a fait un truc énorme et elle racontait. Elle a démissionné l'année dernière, elle est repartie, elle est revenue et elle a fallu que repasse tous les process d'enregistrement. Quand elle a demandé du matériel, on lui a dit mais le process c'est pas comme ça, il faut qu'on te l'envoie chez toi obligatoirement au lieu de l'envoyer sur site. À l'arrivée sur site, on lui a dit où est mon bureau? Il y en a pas. Alors, il faut que je revienne au bureau, mais il y a pas de bureau. Et donc ça aussi c'est complètement stupide parce que tu te retrouves à être désorganisé. L'être humain a besoin le cubicle, même un cubicle vous le personnalisez, vous avez besoin d'un environnement qui est un peu familier. Si vous n'avez jamais d'endroit où vous allez, ben, au bout d'un moment, vous dites, bah, pourquoi je suis là? Et elle disait, je passais mon temps à faire des réunions à distance avec des gens qui n'étaient pas là de toute façon, qui n'étaient pas dans ces locaux-là, qui n'étaient pas non plus chez eux, qui étaient dans d'autres locaux. Donc, ça ne changeait rien la qualité du travail à fournir ou la possibilité que le travail ait lieu. Les gens locaux, elle n'avait aucune interaction avec, et on a massivement ça. C'est-à-dire qu'en plus, on nous demande de revenir pour occuper des lieux. Alors, il y a une autre raison économique à faire revenir les gens au bureau. C'est que les bureaux ont pu être des investissements financiers de l'entreprise et que l'entreprise aujourd'hui dit il faut que je la rentabilise. Et donc, il faut que ça serve d'excuse pour les actionnaires. Il faut employer le lieu pour lui redonner de la valeur. On a le cas aujourd'hui dans l'immobilier à Paris, dans les secteurs où il y a eu beaucoup de bureaux qui ont été vidés, qui ont perdu de la valeur immobilière. Parce que pour le coup, s'il n'y a plus assez d'entreprises localisées à cet endroit-là, bah, les biens perdent de la valeur. Donc, on a les entreprises aujourd'hui qui forcent les employés pour régénérer une tension sur l'occupation du sol, pour régénérer une tension immobilière, pour régénérer de la valorisation des locaux. J'ai envie de dire à un patron d'entreprise, si tu investis dans tes locaux, c'est bien, mais j'en suis pas responsable, moi. C'est ton problème, c'est pas le mien. Ou t'as qu'à les revendre. On vit le même problème au Canada. Il est présenté principalement au gouvernement fédéral, mais le gouvernement provincial aussi, c'est un peu la même situation, où le retour, dans l'absolu, le retour des employés au bureau n'est que fait pour revitaliser le centre-ville d'Ottawa dans le cas du fédéral et d'assurer que des restaurants, des choses, des éléments comme ça, qui vivent des employés qui sont à temps plein au bureau. Donc, tout cet écosystème-là qui vivait sur cette ancienne façon de faire-là a de la misère à migrer vers une nouvelle façon, de nouvelles choses. Donc, on essaie artificiellement par des stratégies d'employeurs, des stratégies de gouvernement, de maintenir artificiellement des structures qui ont évolué avec le confinement, peut-être rapidement, au sens humain, c'est peut-être très rapide. C'est là aussi, il faut que, en tant que gouvernement, c'est pas d'insister de revenir dans l'ancien système, mais c'est de trouver des voies de passage ou faire le pont à les gens qui ont été dans la restauration et il n'y a maintenant plus autant d'emplois en restauration ou de les aider à migrer vers autre chose, vers où on s'en va, vers les éléments comme ça. Et ça, c'est si le télétravail nous a amené ces éléments-là, imaginez comment le AI va changer les choses parce que le pont qu'on va devoir traverser, le canyon qu'on doit traverser avec le AI est beaucoup plus grand que le canyon que le télétravail a changé dans les habitudes des gens de consommation, de vivre, comment l'urbanité et tout ça. Tout ça se fait. On est au pas de un, puis l'autre s'en vient en train de nous regarder, puis en train de rire de notre manœuvre de ramener les mondes au bureau, au centre-ville. Là. Tout ça pour être remplacé par des robots. En plus, c'est l'ironie. Donc, tout ça est magnifique. Le télétravail, c'est bien, c'est bon pour certaines personnes, c'est moins bon pour d'autres. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'adapter. Puis, j'en reviens vraiment, il faut que ça soit réfléchi à l'entreprise. J'en ai des situations où je loue mon bureau une semaine d'avance. Les collègues, je sais pas s'ils sont là. Des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là. Il n'y a pas cette cohésion-là qui est quand même recherchée. C'est ça un des objectifs. Il n'y a pas de cohésion. La plupart des entreprises n'ont plus suffisamment de bureaux pour accueillir la totalité des employés parce que ils ont été comme des entreprises normales. Ben, ils ont vu moins d'occupation, ben, ils délestent de l'occupation. Et quand ça a repris de l'autre côté, ils ont été surpris que ben là, il n'y a plus d'espace pour accueillir tout le monde. Donc, il y a des endroits qu'il y a eu des obligations de télétravail parce qu'il n'y avait plus de place pour accueillir les gens. Donc, on se retrouve dans des situations qui sont d'une absurdité sans nom. Les gens se garochent de façon
puis tout ça, ça me fascine. Puis il y a des, comme tu disais, des congédiements cachés. Il y a tellement de choses étranges dans ces environnements-là et de peu de données probantes ou en tout cas qu'on est capable d'amener. Moi, j'ai toujours une certaine distance par rapport à tous ces énoncés-là un peu fous. Là. En synthèse, on pourra dire en tout cas, le télétravail aujourd'hui est un acquis social qui compte beaucoup pour les employés qui le souhaitent. Et une entreprise digne de ce nom a tout intérêt d'en discuter avec ses employés pour définir le cadre acceptable, les moyens, à qui ça correspond, dans quel contexte on le met en place, prendre la décision ensemble, voir si ça fonctionne, faire le point régulièrement aussi dessus pour voir si les choses changent, s'il y a besoin. Peut-être qu'il y a des inconforts dans certains cas, peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent être mieux faits. Et c'est toujours une question de collaboration. Une entreprise ne peut pas se fonctionner qu'avec des directions, que des directives. Il faut obligatoirement qu'elle prenne en compte le groupe social humain qu'elle est. Dans les petites entreprises, on arrive encore aujourd'hui à avoir cette discussion-là. Dans les grandes, on voit ce que ça donne. Moi, j'invite tous ceux et celles qui font partie de grandes entreprises à qui on met l'attention de dire si vous voulez pas, s'il y a plus de télétravail, barrez-vous. Cette entreprise ne vous mérite pas. Partez, laissez-les tranquilles, laissez-les se débrouiller tout seuls et on verra parce que c'est quand même les entreprises qui, dans le même temps qu'ils virent, continuent à embaucher du monde. Et là, on dit, mais ils marchent sur la tête d'arriver à ce scénario-là. Peut-être qu'il n'est pas bon vivre dans ces entreprises-là. Oui, puis de toute façon, ça devient, puis moi aussi, je vais conclure sur le fait de dialogue. C'est l'essentiel du dialogue entre l'employé et l'employeur ou son manager, justement, qui est nécessaire. Puis ça revient à ça, c'est toujours un dialogue entre deux personnes, c'est pas des directives froides et d'une machine. Et c'est ça aussi qui est malheureux dans le dialogue, ou l'absence de dialogue dans lequel on a présentement ces annonces à la porte-pièce qui nous amènent ailleurs. Merci pour d'avoir proposé ce sujet-là parce que c'est très plaisant, c'est très polarisant un peu dans l'état de marché. Clairement, entre nous, on n'est pas très polarisé de ce côté-là, on est très dans l'ouverture. Non. Et faut aller comme ça. Puis c'est d'ouvrir cet état-là, puis d'ouvrir le dialogue face à tout le monde, puis d'ouvrir. On est dans une ère merveilleuse pour ce genre de choses-là. Profitez-en, ouvrez le dialogue, puis allez à un endroit qui vous respecte. Ça revient à ça. Oui, très important. Merci beaucoup. Merci à toi.